Et si la guerre russo-ukrainienne était une extraordinaire opportunité pour l'Afrique? Ça n'est pas du cynisme, ça n'est pas de la provoque, non. C'est plutôt une lecture pragmatique du monde. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la construction des grands ensembles qui tiennent la planète, une pareille fenêtre d'émancipation ne s'était jamais offerte au continent noir pour au moins diminuer sa dépendance, pour rééquilibrer les rapports de force. Personne, mais alors personne, n'avait imaginé un tel scénario. L'Afrique a cette fois-ci une étroite porte, une opportunité comme elle n'en avait pas eu depuis des siècles pour se libérer, pour devenir un acteur de premier plan de la géopolitique mondiale. Nous assistons actuellement à un changement que nous n'avons jamais vu depuis 100 ans. Et nous sommes les moteurs de ce changement. Totalement d'accord. Prenez soin de vous, cher ami. Regardons froidement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en adoptant la maxime qui veut que l'on voit dans chaque crise également une opportunité. Depuis la création des Nations Unies et le partage du monde en blocs dominants, le continent et avec elle une partie des pays émergents vivent le diktat des grandes puissances vainqueurs de la guerre. Mais une chose extraordinaire est en train de se passer avec l'initiative d'un groupe de pays appelé les BRICS. Comment ça? C'est simple et il ne faut pas forcément être un spécialiste de la politique internationale ou de l'économie pour mesurer la gravité de la situation. L'argent est ce qui permet de contrôler les nations et les populations. Et nous sommes en train d'assister à un basculement générationnel de la monnaie dominante, le dollar. Déjà, comment s'est-elle érigée en monnaie dominante, en réserve mondiale? Après la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, ravagées par la guerre, sont au plus bas. Leurs économies ont été dévastées par la guerre. Les États-Unis ont à ce moment-là l'économie la plus puissante au monde, avec une industrie en croissance rapide. Ils n'ont aucun dégât sur leur territoire. Ils détiennent la majeure partie des capitaux de la planète et possèdent 2/3 des réserves d'or mondiales de l'époque. Ils vont donc s'appuyer dessus pour créer un système monétaire solide en vue de la reconstruction, mais aussi pour conquérir l'économie mondiale. Ils veulent en être le cœur, le pilier. C'est ainsi que la croissance mondiale va être directement liée au dollar. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 44 nations signent les accords de Bretton Woods, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qu'elle crée à cette occasion vont être les outils, les instruments. C'est la date à laquelle le dollar devient officiellement la monnaie de la réserve mondiale. Les autres pays acceptent d'adosser leur monnaie au dollar, mais cela les oblige à faire confiance à la Banque centrale américaine pour qu'elle n'imprime pas plus de dollars que d'or en réserve sur laquelle s'adosse cette monnaie. Or, c'est exactement ce qui va se passer. C'est ce qu'ils vont faire sans se gêner. Pour schématiser, pour bien faire comprendre la situation en français facile, imaginez que vous contrôlez la réserve d'argent mondiale et que vous avez la possibilité d'imprimer autant de billets que vous voulez. C'est le rêve. Alors, puisque vous êtes le plus fort, que vous avez des grandes envies, vous imprimez une énorme quantité de billets pour pouvoir acheter dans le reste du monde toutes les choses que vous désirez. C'est le pied, n'est-ce pas? Le meilleur plan qui existe. Seulement, à un moment donné, le reste du monde se rend compte que vous avez poussé le bouchon trop loin, que vous avez imprimé trop de billets, et décide de ne plus accepter vos billets, vos dollars. C'est ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique avec leurs dollars. Les Américains finançaient leur guerre du Vietnam grâce au dollar et à leur déficit. Et donc De Gaulle avait dénoncé ce privilège exorbitant. Il avait même commencé à rapatrier les stocks d'or qui étaient tous détenus quasiment aux États-Unis, à la Réserve fédérale de New York. Je les ai vus, moi, les stocks d'or à l'époque. Pour contourner la réticence de quelques-uns qui commencent à se faire entendre, pour éviter de perdre la confiance qui commence à s'effriter, les États-Unis d'Amérique vont commencer à nouer des alliances stratégiques avec certaines nations. C'est ainsi que sous le président Nixon, en 1974, les États-Unis et l'Arabie saoudite concluent un accord qui prévoit la vente du pétrole saoudien exclusivement en dollars américains, ce qui évidemment maximise l'utilisation du dollar dans le monde. En échange, Washington assure leur protection et leur coopération à l'Arabie saoudite. C'est la naissance du pétrodollar. Et pour assurer l'hégémonie du dollar dans le monde, les Américains vont sortir l'artillerie lourde. Le pays dispose de plus de 800 bases militaires installées sur chaque continent. Son budget militaire représente la moitié du budget militaire sur l'ensemble de la planète.
À chaque fois où un pays essaie de sortir de cette dépendance monétaire, ou une nation qui ose juste tenter de ne plus faire du dollar la monnaie de référence, il connaît le courroux de Washington et se voit frappé par son armée. Comme l'Irak de Saddam Hussein en 2003, puis la Libye en 2014. En réalité, la monnaie est devenue une arme de guerre. Ça dure depuis tellement d'années et aujourd'hui encore, malgré un déficit budgétaire abyssal, colossal des États-Unis d'Amérique de 25 milliards de dollars. Une création monétaire effrénée. Les États-Unis sont toujours les maîtres du monde. Cette hégémonie va se renforcer avec la transformation en 1977 par le président Valéry Giscard d'Estaing du groupe des 6 en G7, qui est le regroupement informel des puissances les plus avancées du monde, qui détenait environ les 2/3 de la richesse mondiale. Ce groupe rassemble 7 des 10 pays les plus riches du monde. Avec l'absence notable de la Chine, qui occupe pourtant le 2e rang, l'Inde, qui occupe le 6e rang, et la Corée, qui occupe la 10e place. Sans gêne, on a là le groupe qui impose sa loi au monde. On a le Canada, la France, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Union européenne. Le camp des vainqueurs en gros. Mais comme il n'existe presque pas de crime parfait, patatras. La Russie, qui avait été exclue de ce groupe du G8 après qu'elle ait annexé la Crimée, va envahir l'Ukraine. Dans l'escalade, les États-Unis et ses partenaires adoptent une mesure de sanctions et de saisie d'actifs qui vont provoquer une onde de choc. Ils saisissent les biens de l'adversaire dans le monde au mépris de toute règle du commerce international. Le sort même du système des transferts SWIFT, par exemple. Bref, ils utilisent le dollar de façon ostentatoire comme arme de guerre. Une escalade qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Certains pays, et pas des moindres, qui s'organisaient depuis un moment au sein d'un groupement tout aussi informel, vont comprendre que le moment est venu de se passer du dollar qui devient définitivement une arme politique. Ils n'ont plus confiance au dollar. Les BRICS, constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, vont décider de mettre un terme à cette hégémonie, à cette dictature du dollar, en décidant de commercer dans d'autres monnaies. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Les entreprises russes sont en mesure de répondre à la demande croissante de la Chine en énergie. Le volume total d'approvisionnement en gaz d'ici 2030 sera au moins de 98 milliards de mètres cubes et 100 millions de tonnes de GNL. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie? Et pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover? Nous avons besoin d'une monnaie qui mette les pays dans une situation un peu plus sereine. Car aujourd'hui, un pays doit courir après les dollars pour exporter, alors qu'il pourrait exporter dans sa propre monnaie. Et les banques centrales pourraient certainement s'en charger. En réalité, les candidatures se multiplient pour rejoindre les BRICS qui désormais ont une économie supérieure à celle du G7. Durant la dernière décennie, le produit intérieur brut de nos 5 pays a progressé de près de 179%, les échanges de près de 94% et la population urbaine de plus de 28%. Tout cela a contribué de manière significative à la stabilisation et à la croissance de l'économie globale et a fourni des bénéfices indéniables à plus de 3 milliards de personnes. La fronde contre le dollar va bouleverser l'ordre mondial établi. Ils sont une dizaine de pays à vouloir rejoindre les BRICS. Le Ghana, le premier pays producteur d'or au monde, annonce même qu'il va commencer à acheter pour son importation de pétrole en or, qu'il a en réserve et qu'il produit, et non en dollars comme c'était jusque-là le cas. Sur le terrain économique et financier, les alliances se nouent tous azimuts, bousculant ceux qui régissaient le commerce mondial jusque-là. Le Brésil et l'Argentine vont même se mettre en commun le 22 janvier 2023 pour créer une proposition de monnaie commune qui va régir les échanges en Amérique latine. Nous entretenons des relations extraordinaires avec la Chine. Des relations qui gagnent chaque jour en maturité et en force. Plus fort, le président Poutine annonce sa préférence pour le yuan chinois pour les échanges internationaux. La Chine est même devenue le premier partenaire de l'Arabie saoudite.
Nous sommes très attachés à la coopération avec toutes les parties et je pense que la concurrence est une bonne chose. Nous continuerons également à entretenir des relations solides avec les États-Unis dans tous les domaines. En réalité, le monde est en pleine mutation. Les cartes se redistribuent. En quelques décennies, nous sommes passés d'une situation où les pays du G7 représentaient la moitié de la richesse mondiale à une situation où le PIB total des BRICS vient de dépasser celui du G7. Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts américains sont étroitement liés au succès du Moyen-Orient. Nous n'allons pas nous retirer et laisser un vide à combler par la Chine, la Russie ou l'Iran. La dédollarisation du monde s'accélère. Pour preuve, la frilosité des États-Unis qui paniquent, qui s'inquiètent devant cette alliance entre les ennemis d'hier. Même les pays du Sud veulent s'émanciper des colonisateurs. Bref, partout, les positions bougent. Mais dans tout ça, où est l'Afrique qui devrait profiter de ce grand chamboulement pour se repositionner, pour renégocier ses partenariats, pour mettre un terme à l'hégémonie de certaines puissances qui continuent de l'exploiter, pour inventer son modèle? Où est l'Afrique qui doit en profiter pour mettre sur pied ses propres règles au moment où toute la planète sait quel est l'avenir du monde? C'est là où le bas blesse vraiment. Pendant que les autres continents négocient pour leur avenir, pour leur repositionnement, l'Afrique semble encore absente. Seule la rue africaine semble se mobiliser. Seuls les jeunes, décomplexés et conscients des enjeux, semblent percevoir la fenêtre qui est offerte à l'Afrique de se défaire des chaînes de la monnaie, des infrastructures, des échanges et contrats léonins, de la détérioration des termes de l'échange. Bref, c'est le moment. Nous contestons ce monde. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose. C'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes le réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Cette sortie du président Boumedienne en avril 1974 est encore criarde de vérité. Et pourtant, c'est le silence assourdissant. On risque encore de décider pour nous pendant qu'on est absent. Face aux mutations que nous venons de voir et qui redistribuent les cartes, il est urgent de se positionner, de faire valoir son poids, d'en finir avec cette image de mendicité qui a toujours caractérisé la diplomatie africaine. Il faut en finir avec ces images qui, on doit se l'avouer, font honte. Pourquoi continue-t-il d'avoir des complexes de coloniser et d'infériorité à ce point-là? Est-ce normal de continuer d'accepter ce type d'image où l'on voit des dirigeants du plus grand continent, du continent dit de l'avenir, autour d'un président d'un pays, quelle que soit la taille et l'importance du pays? N'est-ce pas une vraie hérésie, une vraie incongruité de voir un sommet Afrique-Russie, Afrique-Chine, Afrique-Inde, Afrique-Japon, Afrique-États-Unis, avec autour d'un seul chef les dirigeants de nos 54 États? Comment peut-on ainsi manquer de dignité et recommencer à tous les coups? Je vous épargne les humiliations subies par nos chefs qui se battent pour avoir une photo avec le président des États-Unis, qui sont reçus comme de simples et pauvres quémandeurs. Je vous fais l'économie ici des confidences d'un président africain, et pas des moindres, gavé par ces méthodes méprisantes des dirigeants américains et britanniques, et occidentaux en général notamment, qui me disaient comment, alors qu'ils voulaient discuter des sujets importants, structurants, de vraies préoccupations relatives au développement de l'Afrique, on les mettait sur une banquette à plusieurs face à un simple sous-secrétaire d'État ou sénateur, ou au mieux un secrétaire d'État qui ne les écoute même pas et qui arrive avec son petit cadeau dans son sac, comme un parfum que l'on offre à une jeune fille, leur promet fièrement, généreusement, qui une route, qui une autoroute, qui un hôpital, alors que personne ne le lui a demandé. Les projets d'envergure, les structurations préparées, il ne les écoute même pas. Ou encore, et c'est bien triste, un président africain qui, dans ce balai à Washington, Paris, Londres, Sochi ou Tokyo, sans fierté, quémande pour son seul pays un hôpital ou l'électrification d'un village. Il ne faut pas faire pitié. Quand il passe, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Bref,
Les anecdotes d'humiliation sont nombreuses et pourtant, ils remettent ça à chaque fois. Je cite le dernier, États-Unis-Afrique. Vous avez un président de l'autre côté et en face 54 pays qui viennent faire des réunions bilatérales. Chacun parle de son pays et ensuite on dit que c'est d'Afrique. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que cela leur coûte de s'entendre sur la vision pour déléguer une seule personne dans ce cas-là avec des objectifs simples et précis, avec une position commune? Je suis allé en visite officielle en Chine. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes deux chefs d'État égaux. Mais c'est en apparence. Apparemment, nous avons deux drapeaux, deux hymnes, deux délégations. Nous discutons. Mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. L'Afrique ne peut gagner son respect que dans ce cadre uni et structuré. C'est en cela que j'ai tout de même apprécié et salué l'initiative d'une dizaine de pays qui ont choisi ce moment pour se mettre ensemble, pour répondre aux autres grands ensembles. Symbolique de fierté et d'indépendance d'esprit à mes yeux. Cela se passait presque en même temps qu'à Londres, l'on couronnait le nouveau roi d'Angleterre. Pendant que les chefs d'État se dirigent vers Londres, eux ont choisi de venir ici, presque en catimini, pour organiser quelque chose d'un peu curieux. Pourquoi avoir choisi ce moment-là? Pourquoi n'avoir pas invité une bonne partie de la presse internationale? Qu'est-ce que c'est l'APA, l'Alliance politique africaine qui naît ici aujourd'hui? Nos pays sont aujourd'hui les compagnons d'un monde de plus en plus globalisé. Un monde devenu celui de blocs de puissance qui recherchent constamment à étendre leur influence sur d'autres pays. Notre responsabilité en tant qu'Africains serait d'abord et avant tout de ne laisser aucune crise africaine sans réponse. Que dis-je? Sans réponse africaine. Une dizaine de ministres africains des Affaires étrangères qui se réunissent en toute confidentialité, sans tambour ni trompette, dans un hôtel dans la très discrète Lomé pour créer une association, l'APA, l'Association politique africaine. On avait besoin de nous retrouver dans le cadre d'une plateforme, peu importe le nom, pour parler entre nous des problèmes qui minent nos pays et qui minent notre continent. Aujourd'hui, l'APA s'impose. L'APA, l'Alliance politique africaine, est une nécessité parce que le constat est fait par presque tous les collègues africains, voire même des chefs d'État africains. Nous sommes des ministres, mais nos chefs d'État travaillent avec nous. Ils nous donnent des instructions, des orientations. Mais quand on discute avec nos chefs d'État, c'est clair. Les organisations africaines, sous-régionales, continentales, ne fonctionnent pas bien. We need such structures to facilitate a dialogue among African leaders, African countries, so that we share experience, knowledge related to problems that are confronting Africa and the world today. So it's a platform that's going to be useful to harness efforts and to promote
mutual learning. Au moment où le doute s'installe un peu, il faut une piqûre de rappel. Et la part, c'est ça. C'est de dire, est-ce qu'on peut faire autrement pour accélérer cette marche? Nous venons pour compléter ce que nous pensons n'a pas été fait ou n'est pas fait actuellement dans certaines de nos organisations. C'est une plateforme de réflexion, mais qui ne veut pas rester que dans les grands discours. De voir comment, la question est de savoir comment nous pouvons travailler ensemble. Nous avons nos défis qui sont là, ils sont sous nos nez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les relever? Comment on peut faire pour aider un frère? C'est plus une notion de solidarité, c'est une notion de fraternité. Quelque chose ne tourne pas rond, il va falloir faire quelque chose pour se mettre sur le bon chemin. C'est à ça, c'est ce qui est commun un peu aux pays qui se retrouvent ici. Une rencontre très informelle, très discrète, sans communiqué préalable, présidée par la première ministre du Togo, où l'on parle de panafricanisme, de stratégie de lutte contre le terrorisme, de la place de l'Afrique dans la géopolitique et la diplomatie mondiale, de produire ce que l'on consomme. Une rencontre où, chose inhabituelle, la presse internationale n'est pas du tout conviée. Ça ressemble étrangement à une rébellion ou à un rejet des institutions régionales et sous-régionales, non? Ce n'est pas de la rébellion. Le cadre des organisations continentales ou sous-régionales ne sont pas adéquates, parce que vous voyez bien que depuis la création notamment de l'organisation de l'Union africaine, on peine. Bon, ce n'est pas un rejet, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les institutions telles que nous les avons pour promouvoir l'agenda africain, le panafricanisme, montrent quand même une certaine limite, ou en tout cas ne donnent pas les cadres nécessaires souvent pour pouvoir se parler franchement et discuter de sujets vraiment importants et sensibles et trouver les moyens de pouvoir les faire avancer sans trop de protocole. L'Alliance politique africaine n'est pas une organisation sous-régionale ou continentale. L'Alliance politique africaine ne remplace pas les organisations continentales ou régionales africaines. L'Alliance politique africaine est une plateforme informelle pour échanger sur les questions que nous pensons être des questions importantes sur le continent africain. So APA won't kill AU, but will complement the efforts that are being made by AU with a new vigor, a new rigor, and specifically addressing specific pressing problems that are undermining and constraining development on the African continent. Même si chacun se défend de ne pas vouloir tuer l'Union africaine et les autres organisations sous-régionales, même si aucun des ministres et représentants des différents gouvernements ne veut l'avouer, cette création très discrète de l'APA ressemble étrangement à une alternative aux institutions régionales et sous-régionales qui, il faut le reconnaître, sont à la peine et n'ont pas grand-chose à mettre à leur actif. Si les pères fondateurs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, juste après les indépendances, avaient une ambition louable, celle de réunir tous les Africains pour faire face aux grands ensembles qui se construisaient, si des leaders tels que Kwame Nkrumah du Ghana et autres Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Gamal Abdel Nasser d'Égypte avaient une réelle ambition, un rêve commun d'un panafricanisme du Caire au Cap, un bloc uni qui devait faire face aux grands ensembles, il faut sortir du fétichisme et avoir le courage de dire que le projet avait tout de même du plomb dans l'aile sur la durée. Il ne s'appuyait que sur l'appartenance à une aire géographique, à un continent, à l'Afrique. C'était beaucoup et louable dans l'ambiance géopolitique et idéologique de l'époque, mais en même temps un peu utopique de réunir une cinquantaine d'États avec des niveaux différents, des réalités différentes, des options différentes, juste autour de l'Union continentale. C'était certes un grand ensemble, mais un ensemble hétéroclite. Le seul projet de se mettre ensemble ne suffisait certainement pas. Comment faire de ces États aux parcours différents un bloc uni? Il est difficile de faire avancer tous les pays au même rythme. Souvent, il y a des contraintes. 60 ans après, malgré les réformes, malgré le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine, ce n'est faire insulte à personne en reconnaissant que le résultat est largement négatif. L'Union africaine souffre d'une compétence supranationale très restreinte. Elle ne fait pas l'unanimité au sein des États membres sur une potentielle représentation internationale commune. On a pu par exemple entendre plusieurs sons de cloche en réponse à l'offensive militaire occidentale en Libye. Aucune unité d'action. UA is built
on a man that is basically diplomatic. It doesn't have strategic drive to address problems confronting African countries at the bilateral level and at multilateral level. It's like a platform of heads of state. When they go there, they don't have opportunities to point an accusing finger to colleagues. Nos organisations sous-régionales et régionales sont parfois victimes elles-mêmes de certaines dispositions ou de certaines pratiques. They talk the talk, but they don't walk the talk. Très sérieusement, on ne peut pas dire que l'Union africaine remplisse les objectifs pour lesquels elle avait pris la succession de l'OUA en 2002. D'ailleurs, le pourrait-elle puisqu'elle n'est même pas parvenue à une indépendance financière. Son budget est estimé à 654,8 millions de dollars, c'est-à-dire, à titre de comparaison pour les amoureux de football, elle représente à peine la moitié du budget du FC Barcelone qui est d'1,255 milliard d'euros. À date, plus de 40% des États ne versent pas leur contribution au financement de l'institution Union africaine. L'Union européenne, avec nos États membres, avons rapidement mobilisé des fonds, des capacités technologiques et régulatoires. Figurez-vous que depuis sa création en 2002, l'Union africaine fonctionne vaille que vaille sous perfusion des bailleurs de fonds internationaux comme l'Union européenne, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, ou encore l'Allemagne. Des contributeurs occidentaux qui assuraient 70% de son budget jusqu'en 2017 et la quasi-totalité de ses opérations de maintien de la paix. Aujourd'hui, l'institution continentale a réussi à réduire les contributions extérieures à 58%, ce qui est absurde, vous en conviendrez avec moi. La décision de Kigali en 2016 sur le financement de l'Union africaine, adoptant la mise en œuvre du prélèvement à l'importation de 0,2%, a du mal à être implémentée. Ce qui montre le manque de volonté manifesté par les États membres. Qui paie commande, n'est-ce pas? Comment peut-on espérer une quelconque indépendance dans cette configuration? Dependence has consequences. It's not proper for sovereign African states to fail to finance the activities of an institution. L'heure d'ailleurs est venue pour que les Africains savent ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas être là à critiquer, à nous plaindre de l'ingérence des forces non africaines dans les problèmes africains quand nous sommes incapables nous-mêmes ou nous refusons de financer nos organisations sous-régionales. Je crois que si jamais, plus tard, je n'en sais rien, il y a cette question doit se poser au niveau de l'APA, même pour nos réunions informelles, nous allons mettre la main à la pâte. Et c'est de notre devoir. Et c'est cette mentalité aussi qu'il faut changer sur le continent africain. Pire, l'extension du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, tenez-vous bien, est même construite par la Chine, qui a installé sans surprise des micros et qui a piraté, pompé des données sensibles de l'Union africaine toutes les nuits pendant des années. L'institution est tellement moribonde qu'elle ne parvient même pas à impulser l'un des plus grands atouts du continent, la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. Un marché commun de plus d'1,3 milliard de consommateurs qui aurait pu impulser les échanges intra-africains, qui pour l'instant représentent moins de 20% du total. L'Union africaine qui ne parvient pas à régler un seul des nombreux conflits sur le continent, qui ne parvient jamais à lever une armée réelle, absente dans le Sahel où les grandes puissances se sont déployées et installent leur influence. Absente en République centrafricaine où là encore les Français, les Russes essaient d'installer leur influence pour se partager le gâteau. Absente de la RDC où un État membre, le Rwanda, déstabilise son grand voisin depuis près de 30 ans dans la plus grande indifférence. Elle est muette face au génocide qui y est perpétré. Bref, personne ne l'écoute ou ne fait attention à elle. En tout cas, pas la communauté internationale qui n'écoute même pas sa doléance de faire une place au Conseil de sécurité à l'Afrique. Ce n'est pas lui faire insulte que de dire qu'elle est inutile et qu'elle est un machin, pour reprendre l'expression du général de Gaulle qui parlait en ce temps-là de l'ONU. Pourtant, elle bénéficie en son sein de ressources humaines de grande qualité. Elle a à sa tête un diplomate de grande expérience, avec un engagement panafricain fort. Moussa Faki Mahamat. L'Afrique développe une diversité de partenariats qui n'a pas la même histoire, ni peut-être la même ampleur que celle de notre partenariat avec l'Europe. Ces nouveaux partenariats ne sont pas moins pertinents.
et avantageux pour l'Afrique. Il le dit et le pense. Mais l'Union africaine est engluée dans ses contradictions et des lourdeurs qui la rendent totalement inefficace pour atteindre son objectif. Elle est désormais plus un symbole qu'un véritable outil d'intégration continentale. On est encore très très loin de l'intégration continentale voulue, de l'intégration sous-régionale également. Nous avons encore des problématiques de libre circulation des biens et des personnes. Donc on est encore très loin des objectifs que nos chefs d'État s'étaient fixés il y a quelques années. Et entre-temps, la situation du monde a beaucoup évolué. Quand on dit l'Afrique, on veut avoir tous les pays africains ensemble marchant comme ça. Ça n'arrivera jamais. Ça arrivera quand les uns vont booster les autres. Les organisations sous-régionales ne sont pas mieux non plus. Il suffit de regarder comment la CEDEAO patauge, se contredit, se divise, se fait manipuler, se fait instrumentaliser dans la situation de guerre dans le Sahel. Une CEDEAO sous influence qui ne séduit plus personne, plus souvent là où on ne l'attend pas. Un peu plus bas, une CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui ne parvient pas à résoudre l'épineuse question centrafricaine ou congolaise, qui ne dispose d'aucun moyen pour amener le Rwanda à entendre raison et cesser la déstabilisation de son voisin, la RDC. Les organisations sous-régionales auraient pu nous aider plus vite dans ces choses-là. La CEDEAO, la CEMAC et tout, l'Union africaine auraient pu nous aider. On était tous heureux de voir ces organisations sortir de terre et puis tout le monde était heureux. On ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être une source de sanctions au lieu d'être une source d'émancipation. Vous voyez, donc c'est en marchant qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés et on les corrige au fur et à mesure, y compris par l'appât que le Togo nous présente là. En réalité, il est temps d'arrêter de faire semblant et de prendre son destin en main, d'agir si l'Afrique veut être crédible. Le constat est là, c'est que le monde est en train de changer. Le monde ne peut pas changer et nous refusons de ne pas changer. Parce que le monde change, nous rentrons dans ce mouvement de changement. Et évidemment, l'APA vient également dans ce mouvement pour faire de nouvelles propositions, pour avoir de nouvelles orientations. Nous ne pouvons pas reprocher aux autres d'écrire notre histoire si nous ne prenons pas ce stylo pour pouvoir l'écrire nous-mêmes. L'Afrique bénéficie d'une extraordinaire fenêtre pour changer la donne, pour devenir un acteur que l'on prend au sérieux. Mais nous qui sommes prêts, nous sommes décidés à pouvoir fédérer et faire entendre notre voix parce que nous avons compris que nous avons des défis communs et que seuls, nous n'arriverons pas à pouvoir sortir de cela et que c'est ensemble qu'il faut travailler. Le monde est en pleine mutation. Les cartes se redistribuent. Pour preuve, la frilosité des États-Unis qui paniquent, qui s'inquiètent devant cette alliance entre les ennemis d'hier, l'Arabie saoudite, leur allié de toujours, qui se réconcilie avec son ennemi juré, l'Iran, la Chine qui s'acoquine avec la Russie, le dollar qui est menacé face aux BRICS, première économie mondiale qui envisage de commercer dans d'autres monnaies, l'Ukraine où le temps semble s'embourber. Bref, partout les positions bougent. C'est le moment pour l'Afrique d'avoir son agenda et de l'imposer, de discuter d'une seule voix avec les nouvelles forces qui s'érigent. Éviter que politiquement surtout, on nous impose des voies à suivre, comme cela a toujours été le cas. Donc pour moi, c'est une nouveauté en termes d'indépendance, une réactualisation même de notre statut en tant qu'Africains. Nous avons des défis communs et que seuls, nous n'arriverons pas à pouvoir sortir de cela et que c'est ensemble qu'il faut travailler. L'agenda du continent sur le truc d'intégration, on ne pourra pas tous aller au même rythme. C'est clair, ce n'est pas avec cette moribonde Union africaine qu'elle va se faire une place au soleil. Ce n'est pas avec une CEDEAO sans consistance qui se contente de faire de la représentation, une CEDEAO sous influence pilotée par Paris qui pousse le ridicule au point d'organiser une assemblée extraordinaire à New York, ou une CEAC tout aussi inefficace qu'il faut structurer l'avenir. C'est pourquoi cette initiative, cette idée d'une association politique, l'APA, mérite, peut-être sans lui signer un chèque en blanc, qu'on y prête une oreille attentive. L'objectif d'APA, c'est ça, c'est de pouvoir parler d'une seule voix. Et puis on va être pragmatique. On se rencontre, on définit les questions sur lesquelles on veut travailler, comment on peut avancer sur ces questions, et sans créer trop de bureaucratie, sans créer trop de lourdeur. C'est beaucoup plus sur la base du volontarisme, mais aussi de proximité, soit idéologique, soit de proximité par rapport aux défis. Le fait que des dirigeants, même timidement, aient pu réunir ainsi à Lomé des ministres pour discuter d'un projet commun, d'un cadre commun où ils pourraient prendre des décisions, faire des choix en commun, est en soi un bon début. Serait-on
dans la dissidence. Contre qui? Contre l'Union africaine? Contre la CEDEAO, qui montre leur inefficacité dans la gestion des crises? Serait-on en train d'assister à la naissance d'une nouvelle organisation, même s'ils s'en défendent tous en parlant d'alliance? Ce n'est pas une force d'opposition, c'est tout simplement une prise de conscience africaine, personnelle, en tout cas pour les pays qui sont concernés, de dire on ne va pas passer notre temps à trouver des boucs émissaires. À nous d'abord de savoir qu'est-ce que nous sommes en capacité de faire ensemble, parce qu'au final, n'est faible que celui qui accepte d'être faible. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Donc, l'Alliance politique africaine, l'APA, nous pensons que vient à point nommé pour essayer de résoudre les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre au sein de nos organisations. Nous devons, pour faire avancer l'agenda africain, sortir du cadre juste de ces organisations pour faire avancer l'agenda, qu'il faut aussi imaginer des cercles concentriques sur des questions particulières. Ça peut être la libre circulation des personnes, ça peut être sur les questions de monnaie unique, ça peut être sur les questions de paix et de sécurité, qu'il y a un certain nombre de pays qui estiment qu'il y a un engagement, il y a un volontarisme pour aller plus vite. Comme vous le saviez, le continent africain est divisé en 5 zones. Donc, nous avions choisi des pays, 2 pays par région. Alors, 5 régions africaines représentées ici. Parce qu'il y a des francophones, il y a des anglophones, et également lusophones et même arabophones. Mais que peut-on attendre réellement de ces transfuges qui démarrent en nombre restreint et si discrètement ici, à Lomé? Il faut prendre des initiatives où on essaie de changer de l'intérieur, ce qui parfois est difficile parce que c'est des vieilles organisations et il y a des susceptibilités. Ou alors prendre une initiative comme celle de l'Alliance politique africaine, qui est une initiative informelle. African Political Alliance is an alliance formed by countries which share common sentiments, common problems, and it's not huge, it's not massive. It can make things happen. It can deliver results. La différence entre l'Alliance politique africaine et les organisations sous-régionales que nous voulons aider dans le travail qu'elles sont en train de faire, ces organisations, c'est que c'est l'action et c'est l'agir qui marquera ces différences. Il faut reconnaître qu'il faut qu'on trouve aussi des cadres ou des schémas alternatifs qui nous font avancer. Et il est urgent qu'on puisse se retrouver pour avoir une voix audible. Au niveau de l'APA, on a toute la latitude de s'exprimer comme on veut, d'autant plus que le temps qui nous est imparti le permet. Quand vous prenez l'Union africaine, lors des sommets, et nos chefs d'État n'ont que 5 minutes pour s'exprimer, et à l'occasion, tout ne peut pas se dire. Pourquoi l'APA ne deviendrait pas un fil conducteur qui mettrait en contact toutes ces organisations ensemble pour leur dire, au lieu de partir dans tous les sens, est-ce qu'on ne va pas se réunir, revoir les stratégies et bouger ensemble? Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels un nombre réduit de pays peut décider d'aller plus vite, comme c'est le cas entre le Mali, le Burkina et la Guinée, où on espère qu'on peut faire avancer l'agenda de l'intégration, de la libre circulation entre nos pays de façon beaucoup plus rapide pour pouvoir peut-être contribuer à l'agenda global. Il y a plus de liberté sans qu'il y ait vraiment de contraintes juridiques ou institutionnelles par rapport à notre participation. Et chacun est libre de venir ou même de ne pas venir. Nous devons nous acharner à produire ce que nous consommons et éviter ainsi d'être pris en otage par des pays en cas de crise. Aujourd'hui, le Togo, à travers cette initiative de l'Alliance politique africaine, nous donne l'opportunité d'un engagement, d'une discussion, de contribuer au débat africain, à l'agenda africain, mais aussi à décliner notre vision. Cette réunion à Lomé avait quelque chose d'un peu intimiste. Un entre-soi avec juste 7 ministres parmi les 10 qui étaient attendus. Mais il me souvient que les grands ensembles qui aujourd'hui dominent le monde étaient partis avec un plus petit nombre, l'essentiel étant le projet. Nous avions invité 2 pays par région, 2 fois 5 régions d'Afrique, ça fait 10. Nous sommes 10, donc sur les 10, nous sommes 7 ministres à être là. Et 3 sont représentés à très haut niveau. L'objectif n'est pas de plaire aux autres,
C'est de se retrouver, comme je l'ai dit, même si on n'était que 2 ou 3, l'essentiel de se poser, de se parler et de se dire, voilà la situation, qu'est-ce que l'on fait? C'était le choix qu'on a fait, le choix d'avoir un petit groupe fondateur de cette initiative avec qui nous partageons la même idéologie, et c'est ce que nous avions fait. Quelques collègues n'étaient pas là, mais c'est plutôt un succès, je dirais. C'est bien la symbolique du panafricanisme, mais elle doit se décomplexer et avoir le courage de redéfinir ses priorités, d'avoir une stratégie claire qui ne soit pas que du slogan et de l'incantation, pour devenir un nouveau cadre plus efficace qui lui permette de prendre la place qui doit être la sienne. Pour cela, il faut d'abord une vision, un projet. C'est à un projet que chaque État doit adhérer ou non. C'est le processus qui a donné naissance aux autres grands ensembles. We have got to promote the sense of volunteerism. Il serait temps que les États africains puissent s'autofinancer et pouvoir dire la vérité à ceux d'en face. On l'espère bien parce que cette initiative de l'APA serait condamnée si son financement devait dépendre lui aussi des autres. Il est impératif d'y penser dès à présent. D'autre part, peut-être que cet APA devrait, avec son ambition de rassembler, rendre son projet plus audible, le partager avec le plus grand nombre, parce que les jeunes Africains, assoiffés de changement, ont besoin de savoir qui sont les vrais partenaires, quelles sont les intentions réelles de ceux qui parlent en son nom, de ceux qui s'engagent sur leur avenir. Oui au changement, mais dans la transparence et l'échange. À voir également comment réagiront l'Union africaine et les organisations sous-régionales qui, malgré les dénégations des initiateurs de cette association APA, ne verront pas forcément, c'est évident, d'un bon œil ce nouveau dans le paysage diplomatico-politique africain. Mais pour le plus grand nombre, c'est le résultat qui compte. Que le meilleur projet et l'efficacité gagnent. L'Afrique ne peut être bridée pour des questions d'ego ou de susceptibilité entre ses dirigeants. Les jeunes, au-delà des discours, des complaintes et des guerres de chapelle, est-ce qu'il n'est pas venu pour vous le moment de vous organiser, de vous engager, de vous impliquer intellectuellement pour impacter à la mesure de la taille, du poids de ce vaste et riche continent qui est le nôtre? Est-ce que fort de vos connaissances et profitant de l'affaiblissement, des errements des oppresseurs, des maîtres du monde, il n'est pas venu le moment de prendre des initiatives pour se libérer, ou au moins desserrer l'étau, ne serait-ce que dans le domaine de l'intégration ou de la monnaie? Qui ne risque rien n'a rien. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de raisons réelles de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait et vous conduit directement à tous mes comptes, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes, celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance mais sans condescendance.